Très bien, on va reprendre. Je vous remercie d'être restés si nombreux. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter pour vous Dr Frédéric Viard, qui est directeur de recherche CNRS à Montpellier, à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui est une évolutionniste ou une écologue évolutionniste et qui s'intéresse aux invasions biologiques depuis de nombreuses années, donc avec un angle différent du mien, comme vous avez vu pour tous les séminaires jusqu'à maintenant. Celui-là, il est un petit peu particulier parce que j'ai voulu changer de monde. Moi, je travaille plutôt sur le terrestre, même si je travaille de manière assez globale. Donc là, on va aller dans le milieu marin pour vous montrer que, en plus du côté évolution, le côté marin est aussi très riche de ces histoires scientifiques sur l'évolution, sur les invasions biologiques. Donc, merci Frédéric. Merci Franck. Je me joins à Franck pour vous remercier de votre présence pour ce séminaire où effectivement, et je remercie encore Franck de m'avoir invité pour effectivement donner un peu cet éclairage sur des aspects un peu évolutifs et puis aussi avoir l'occasion de vous parler un peu de mer. Et donc, au cours de cet exposé, c'est un peu les deux mots-clés du séminaire, c'est les deux mots-clés qui vont structurer mon propos, évolution et espèces marines. Alors justement, pour contextualiser un petit peu les choses, très brièvement, de quoi on parle quand on parle d'invasion biologique en milieu marin, je pense que vous en connaissez un certain nombre qui ont été un peu médiatisés. C'est peut-être un petit peu moins médiatisé que les espèces milieu terrestre, mais bon, on a quelques espèces assez emblématiques. La première d'entre elles étant l'huître creuse, l'huître que nous mangeons tous, enfin pour ceux qui aiment, qui est une espèce originaire d'Asie et qui a été introduite partout à travers le monde et qui est sortie des zones de culture aussi pour s'installer dans le milieu naturel avec pas mal de conséquences. On a aussi beaucoup parlé, il y a une vingtaine d'années, alors je mets plein de guillemets autour, de l'algue tueuse de Méditerranée, la caulerpe, dont vous avez une photo en haut à droite. Et puis aujourd'hui, on entend pas mal parler aussi du crabe bleu, toujours en Méditerranée, qui occasionne aussi pas mal de débats et de problèmes pour à la fois écologiques, écosystémiques, mais aussi pour les pêcheries dans les lagunes. Donc voilà, c'est quelques espèces dont on entend un petit peu parler, mais qui ne sont que quelques espèces parmi un vaste nombre d'espèces introduites en milieu marin, qu'on estime, et on sait que c'est très largement sous-estimé, à 1400, dont 350 pour les seules côtes métropolitaines françaises. Alors bon, ces chiffres, ils valent ce qu'ils valent, et ils ne sont pas très intéressants en tant que tels, en tant que valeur absolue. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de montrer que ce qu'on connaît, c'est quand même un petit spectre de la diversité biologique globale, puisque quand on regarde sur les 350 espèces répertoriées en France, il y en a 300 à peu près qui sont établies, communes, voire qui ont un statut d'espèce exotique envahissante. Et c'est une représentation très déséquilibrée dans l'arbre du vivant, puisqu'on trouve principalement 70% des animaux. Alors des animaux qui ne ressemblent pas à des chats, des animaux qui ne ressemblent peut-être pas à des animaux pour vous, comme par exemple ces acidies solitaires ou coloniales. Et ensuite, on va trouver un peu d'algues quand même, donc des algues vertes et rouges qui représentent 24%, et un tout petit pourcentage d'algues brunes, comme celle-ci, qui est très connue, le wakame, qui est l'algue utilisée dans les soupes asiatiques. Donc, plus intéressant, donc, je vous disais que ces chiffres, ces valeurs absolues, c'est l'accroissement très rapide des introductions en milieu marin. Là, c'est pareil, ce que je vous montre, c'est uniquement pour les côtes françaises, mais à l'échelle mondiale, on a à peu près la même chose, avec un accroissement très marqué dans les années 1970, puisqu'on passe d'environ moins d'une vingtaine d'espèces introduites à aujourd'hui, donc ce chiffre dont je vous parlais de 350. Et donc, en fait, on a assisté ici à une multiplication par 5 par rapport à la période précédente, s'échelonnant de 1900 à 1960. Alors, cette très forte accélération en France, elle s'explique de plusieurs raisons, et notamment l'aquaculture, l'introduction très importante justement de cette fameuse huître creuse,
issues d'Asie, qui a amené tout un cortège d'espèces avec elle, mais également l'accélération du commerce maritime international, et ça c'est vrai à l'échelle mondiale, parce que en fait, il a été très très bien démontré que les navires et l'aquaculture sont les deux principaux vecteurs d'introduction d'espèces non indigènes en milieu marin. Alors bien sûr, il existe bien d'autres façons d'introduire des espèces, et Jim Carlton, qui est un peu la référence mondiale sur les espèces introduites en milieu marin, avait dans ce travail fait une revue, établi une cartographie de tous les vecteurs d'introduction. Il y en a 14 catégories différentes, y compris la recherche, qui longtemps a été un vecteur d'introduction important, mais également nos activités récréatives, plongée, plaisance, sont aussi des vecteurs. Mais à 50%, c'est la navigation et le commerce maritime international qui est à l'origine de ces introductions d'espèces en milieu marin. Et donc, toutes ces espèces marines, je vous disais que sur les côtes françaises, il y en a 300 qui sont établies, voire invasives, elles questionnent, bien sûr qu'elles questionnent. Elles questionnent aussi beaucoup d'un point de vue évolutif, autour d'une question centrale qui est comment expliquer cet établissement durable d'une espèce dans un nouvel environnement. Et quand on est un biologiste de l'évolution, ça intrigue parce que, et Franck a fait allusion tout à l'heure en revenant sur le fait qu'il n'y avait pas eu ou qu'il y a des coévolutions avec donc, le chat, eh bien, c'est vraiment ça, c'est assez central. Comment on explique une espèce qui se trouve confrontée à un nouvel environnement abiotique, composition physique, chimique du milieu, mais aussi tout un réseau d'espèces avec laquelle elle n'a pas coévolué, comment ça marche en fait? Donc ça, évidemment, ça a été, ça c'est un peu la base de ce fameux paradoxe de l'invasion qui a été nommé ainsi par Sachs et Brown en 2000. Et bien sûr, c'est un paradoxe apparent et il y a plein de bonnes raisons pour expliquer que ça marche. Dans le milieu marin, notamment, et là aussi, Franck tout à l'heure y a fait, on a parlé, donc les ennemis naturels. Et effectivement, l'absence d'ennemis a été invoquée comme une cause importante pour un certain nombre d'espèces. Par exemple, ici, ce petit mollusque d'origine américaine, j'en reparlerai plus tard, donc c'est pour ça que je l'utilise aussi ici. Donc, petit mollusque d'origine américaine, introduit de façon massive et très, très, très bien établie, envahissante en Europe, qui couvre ainsi les fonds marins. Eh bien, en fait, contrairement à la plupart de ces des mollusques natifs, ne présentaient absolument aucun trématode, aucun parasite de type trématode, ce qui est très rare. Donc, forcément, ça donne un avantage, puisqu'il peut y avoir un investissement dans la reproduction, dans la croissance, et non pas dans la défense, comme le font les autres espèces. Autre explication, également extrêmement bien étudiée en milieu marin, c'est l'artificialisation, c'est difficile à dire, l'artificialisation des côtes, donc l'urbanisation, et la construction d'infrastructures en milieu marin qui est aussi extrêmement notable, que ce soit toutes les concessions d'aquaculture, les éoliennes en mer et l'urbanisation côtière qui fragmente, qui perturbe les habitats naturels et qui donc modifie aussi les capacités de résistance des communautés autochtones par rapport à l'établissement, à l'arrivée d'une nouvelle espèce introduite. Et puis, tous ces systèmes, ils forment une sorte de trame grise, pour prendre l'image de la trame verte ou de la trame bleue, une trame grise qui fait des effets de corridor qui vont faciliter aussi la propagation de ces espèces. On sait aussi que, et là je rentre peu à peu dans le cœur du sujet, il peut y avoir aussi des mécanismes dits de préadaptation, c'est-à-dire que dès le départ, il y a une très bonne adéquation entre les caractéristiques de l'espèce et l'environnement dans lequel elle a été introduite. Ça a été par exemple montré chez le crabe vert, qui est une espèce d'origine européenne introduite le long des côtes de la côte est américaine. Et en fait, c'est une vieille espèce introduite. Elle a été introduite donc aux États-Unis au début du XIXe siècle, mais à la fin du XXe siècle, sa limite nord, c'était ici. Et en fait, il a fallu attendre une seconde vague d'introduction pour qu'il y ait une expansion en fait, de cette deuxième vague d'introduction au-delà de cette limite nord, parce que en fait, l'introduction a impliqué
une lignée, des individus, une population qui était beaucoup plus tolérante aux conditions thermiques et en particulier au froid. Donc, en fait, cette première lignée, elle, n'avait pas cette tolérance et donc n'a pas poussé son expansion vers le nord, mais la seconde s'est installée. Donc, après, la question que j'ai envie de vous proposer d'explorer aujourd'hui, c'est et qu'en est-il des processus évolutifs, au sens strict du terme, c'est-à-dire des processus adaptatifs qui mettent en œuvre la composition génétique des individus. Alors, ce n'est pas le premier processus auquel on va penser, parce qu'un processus évolutif, c'est multigénérationnel. Ce que je vous présente sur ce graphique, il vous présente donc un processus adaptatif génétique, donc évolutif, qui se caractérise très simplement par le fait qu'à la suite à un changement environnemental, un nouvel habitat, un environnement plus pollué, un changement de température, une nouvelle espèce, eh bien, certains des individus ici, les petites couleurs, représentent un fond génétique différent des individus d'une même population. Eh bien, dans ce cas-là, imaginons que les individus ayant cette base génétique symbolisée par la couleur rouge soient plus adaptés, donc aient une meilleure survie, une meilleure fécondité, une meilleure, on appelle ça, valeur sélective dans leur environnement. Ils vont donc laisser plus de descendance et augmenter peu à peu en fréquence au cours des générations. Donc ça, c'est réellement un processus d'adaptation génétique qui se fait sur la base de la composition génétique de la population. Et c'est un processus qui prend du temps, contrairement aux adaptations non génétiques, telles que la plasticité phénotypique ou l'acclimatation. Quand on utilise le mot adaptation, en général, on met tout, hein. On met ces trois composantes. Et dans cette adaptation non génétique, la plasticité phénotypique exprime le fait qu'un même génotype, c'est-à-dire une même composition génétique d'un individu, va pouvoir exprimer différents caractères selon l'environnement dans lequel il est placé. Par exemple, certaines tortues marines vont devenir des femelles ou des mâles selon la température à laquelle leurs œufs sont exposés. Dans l'acclimatation, qui est cette fois-ci un changement réversible au cours du temps, on va noter des changements, par exemple, de couleur pour ces crevettes, au cours des saisons, en fonction de l'alternance entre des couverts végétaux, algaux, de couleur dominance verte et rouge. Et donc, il va y avoir comme ça des modifications. Donc ça, c'est des adaptations non génétiques. Ce qui va m'intéresser de vous présenter aujourd'hui, c'est ça, les adaptations génétiques, donc ce processus multigénérationnel. Alors, multigénération, est-ce que ça peut marcher? Une espèce, elle arrive, elle s'installe. Donc, comment ça peut fonctionner? En fait, longtemps, on a cru que les processus évolutifs s'exprimaient sur une très grande échelle de temps, plusieurs dizaines, centaines, milliers d'années. Et plusieurs résultats ont montré qu'en fait, des adaptations génétiques très rapides, qu'on appelle évolution contemporaine, peuvent survenir sous certaines conditions. Ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, ce n'est pas vrai dans toutes les conditions. Sous certaines conditions, notamment que l'espèce ait un cycle de génération relativement court, que les changements environnementaux, ce qu'on appelle la pression de sélection, soient très fortes, et qu'il y ait suffisamment en fait, de diversité génétique, qu'on appelle la variation génétique préexistante, pour que la sélection opère. Et un des exemples les mieux documentés, et ça c'est vrai pour tous les environnements, mais il se trouve que c'est un exemple marin, c'est celui du choc-mort sur les estuaires de la côte est américaine, qui sont des côtes extrêmement artificialisées, polluées, avec de grands ports, notamment pour le commerce des hydrocarbures. Et dans ces estuaires colonisés par ce poisson, il y a des sites pollués et des sites non pollués. Et ce que les auteurs de cette étude avaient montré était qu'en fait, ils avaient montré clairement que quand on prenait des individus issus de sites non pollués, eh bien, lorsqu'ils étaient exposés à des concentrations croissantes en PCB, donc un composé organochloré, et on observait donc une chute très rapide de survie, ce qui n'était pas le cas, ou seulement à très forte concentration pour des individus venant des sites pollués. Et ils ont montré que cette tolérance était déterminée génétiquement avec des individus qui, dans les sites pollués, avaient une modification sous forme d'une délétion d'une partie des gènes dans leur chromosome.
Donc on sait que et ça s'est passé en quelques dizaines de générations, même moins que ça, donc très rapidement. Donc on sait que ces évolutions adaptatives contemporaines peuvent avoir lieu. Mais comme je le disais, il faut un certain nombre de conditions, et notamment la présence de diversité génétique. Et les deux scénarios, en gros, qui sont retenus pour expliquer comment des évolutions sur de l'adaptation génétique peuvent se produire dans le cas d'une introduction d'espèces sont les suivants. Un scénario où il existe des introductions suffisamment importantes pour que la population introduite dans l'aire d'introduction comporte une très grande diversité génétique sur laquelle, au fil du temps, la sélection de génotypes qui confèrent un avantage dans le nouvel environnement puisse se réaliser, et donc finalement une sélection de ces génotypes avantageux, mais aussi un scénario dans lequel on observe des nouveautés évolutives, où on part de la même base, des introductions depuis l'ère native, avec des populations génétiquement diversifiées. C'est les petits points de couleur, les différentes couleurs qui représentent la diversité génétique, comme précédemment. Et cette fois-ci, en fait, toute cette diversité qui vient de l'ère d'introduction, c'est une diversité qui n'est jamais en coexistence dans l'ère native. Donc ça permet des échanges, des croisements entre des individus qui ne s'étaient jamais rencontrés dans l'ère native, à l'origine de recombinaisons, croisements, et donc d'apparition, en rouge là, de nouveaux génotypes, de nouvelles compositions génétiques qui confèrent un avantage dans le nouvel environnement et qui donc vont être sélectionnés. Donc, ces scénarios, qui sont en théorie conceptuels, sont-ils documentés? Existent-ils en milieu marin dans le cas donc, des introductions d'espèces marines? Alors, on va d'abord regarder, puisque le pilier de tout ça, c'est l'introduction de la variation génétique préexistante, comment ça peut se faire? Et est-ce qu'on la documente, est-ce qu'elle est démontrée en milieu marin? Pourquoi on se pose cette question? Parce que ça va à l'encontre d'un paradigme qui a longtemps prévalu, qu'on appelle le paradigme de l'effet fondateur, selon lequel les introductions, certes, sont nombreuses, mais ce n'est pas suffisant pour amener beaucoup d'individus dans l'ère d'introduction. Donc il y a toujours ce paradigme de l'effet de fondation exprime le fait qu'il y a une petite part des individus et de la diversité génétique présente dans l'ère native qui va se retrouver dans l'ère d'introduction. Donc un petit nombre d'individus introduits. C'est ce qui se traduit par le fait qu'il y a donc une faible pression en propagule. La pression en propagule étant définie par le nombre d'individus introduits, donc la taille de l'iniculum initial, multiplié par le nombre d'événements d'introduction. Et donc, s'il y a peu d'individus introduits et peu d'événements d'introduction, eh bien, la pression de propagule sera faible, et donc peu de diversité génétique introduite. Au contraire, si beaucoup d'individus sont introduits lors de beaucoup d'événements d'introduction, la pression en propagule sera forte, et donc la diversité génétique également. Alors, comment on fait à présent pour valider, vérifier, savoir ce qui se passe? En fait, tout simplement, le plus simple, en tout cas en milieu marin, pour lesquels l'observation directe, le comptage des individus dans le milieu est extrêmement difficile à réaliser, parce que c'est un milieu qui est largement caché sous nos yeux. Donc, on peut tout simplement analyser, comparer, mesurer la diversité génétique observée dans les populations de l'ère d'introduction par rapport à la diversité génétique qu'on connaît dans l'ère native. Et donc, si on observe une faible diversité génétique dans l'ère d'introduction par rapport à ce qui existe en moyenne dans chacune des populations de l'ère native, on est dans un scénario plutôt de faible pression en propagule, donc d'effet de fondation. Au contraire, si on mesure une forte diversité génétique en comparaison de ce qu'on observe en moyenne dans les populations de l'ère native, eh bien on est plutôt dans un scénario de forte pression de propagule avec beaucoup d'individus introduits qui peuvent résulter de multiples introductions, et on est donc là dans une absence d'effet de fondation. Alors, je vous illustre un exemple avec ce petit mollusque, la crépidule dont je vous ai parlé tout au départ, donc qui est originaire de la côte est américaine et qui a été introduit en plusieurs
en plusieurs vagues selon les positions le long de la côte européenne, mais à partir en gros du milieu du XXe siècle, début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, et donc qui colonisent toutes les côtes que vous voyez ici, et également qui a été introduite sur la côte ouest américaine. Et donc quand on regarde cette fameuse diversité génétique entre les populations de l'ère d'introduction et les populations de l'ère native, et ici c'est un indice qui mesure la diversité génétique, on voit qu'on a exactement la même gamme. Et on n'a aucune différence significative entre la diversité génétique observée dans chacune des populations de l'ère d'introduction et la diversité génétique observée dans chacune des populations de l'ère native. Et ce type de résultat, il n'y a pas que sur cette espèce qu'il a été observé, il a été observé sur des espèces qui ont des cycles de vie très contrastés, qui appartiennent à des groupes taxonomiques très différents. Par exemple, l'algue brune Undaria pinnatifida, le wakame dont je vous parlais au début, quand on compare la diversité génétique, c'est toujours les couleurs et les symboles qui représentent cette diversité. De l'ère native qui est en Asie par rapport à l'ère d'introduction australienne, pareil, on se retrouve avec des choses qui sont... on voit que le niveau de diversité génétique est similaire. De même pour ce petit gastéropode qui a un cycle de développement direct, donc il produit des œufs avec des petits juvéniles qui sortent, donc il n'y a pas beaucoup de moyens de dispersion importants. Et quand on regarde dans son aire de distribution naturelle en Méditerranée, en fait, la plupart des populations sont très faiblement, voire pas du tout diversifiées, variables génétiquement. Or, dans son aire d'introduction, on observe au contraire une forte diversité. Donc, trois exemples qui montrent qu'effectivement, on semble avoir pas mal de diversité génétique sur laquelle la sélection peut opérer. Alors, est-ce que je vous ai choisi 3 bons exemples ou est-ce que c'est vraiment la règle? Pour répondre à cette question, en fait, on peut passer à des méta-analyses où on va prendre des revues, on va faire une revue en fait, de tous les articles scientifiques qui ont mesuré ces paramètres de diversité génétique dans les populations introduites et dans les populations de l'ère d'origine. Et donc, dans ce travail que nous avons réalisé dans le cadre d'un programme européen, on a réussi à trouver des données pour 59 espèces marines, 87 études, et dans 3/4 des cas, donc la très grande majorité, en fait, on observe exactement ce que je viens de vous démontrer sur ces 3 exemples, c'est-à-dire pas d'effet de fondation, une forte diversité génétique des populations introduites par rapport à ce qu'on observe en moyenne dans l'ère native. Donc, la pression élevée en propagule semble être la règle. Et cette pression propagule, alors ce n'est pas une spécificité du milieu marin, c'est également aussi un déterminant important de l'établissement, en tout cas c'est corrélé à l'établissement d'espèces introduites dans d'autres environnements, notamment terrestres. Là, une étude un petit peu plus récente que la précédente qui a analysé, pareil, un grand nombre d'études représentant 96 relations entre l'établissement réussi et la pression en propagule, cette fois-ci observée avec des comptages directs du nombre d'individus introduits. Et il n'y a pas d'espèce marine dans cette étude, sauf un poisson, mais c'est un peu particulier. Et donc, ils ont observé qu'il existe une relation forte et significative entre les deux, ce qui les a amenés à dire, et c'est une citation de l'article, la pression en propagule est le facteur le plus constant et le plus fort expliquant l'établissement des espèces exotiques. Alors, je ne sais pas si je serais aussi affirmative, le plus constant, le plus fort. En tout cas, nettement, ça contribue largement à expliquer l'établissement de ces espèces non indigènes. Et le dernier point là-dessus que je voudrais souligner, c'est que c'est quand même un effet qui, en milieu marin, est particulièrement marqué. Vous avez là un petit graphique qui vous montre le changement relatif de diversité génétique entre aire d'introduction et aire native. Et donc la ligne rouge, ça veut dire pas de changement. Et quand on est en dessous de la ligne rouge, ça veut dire qu'il y a une diminution, donc plutôt un effet fondateur,
donc une faible pression en propagule dans les populations de l'aire introduite. Et quand on est au-dessus, ça veut dire qu'on a un accroissement de la diversité génétique locale des populations introduites. Et ça, c'est pour des espèces introduites en milieu dulce-aquicole, eau douce, ici en milieu marin, ici en milieu terrestre. Et donc, on constate qu'en milieu dulce-aquicole, on est plutôt avec des effets qui ressemblent à des effets de fondation, mais pas du tout, et un petit peu moins en terrestre, mais en milieu marin, en fait, vraiment, la moyenne elle est à 0. Donc, à minima, il n'y a pas de changement. Donc ça s'explique assez bien quand même par les traits d'histoire de vie des espèces marines. Beaucoup de ces espèces, je vous ai montré, font partie de l'embranchement des Animalia, et beaucoup sont des invertébrés qui ont des cycles bentopélagiques. Donc c'est un cycle bentopélagique, c'est le fait que les adultes sont sessiles, immobiles, ne se déplacent pas. C'est des animaux qui ne se déplacent pas à l'état adulte. En revanche, ils ont au cours de leur cycle de vie une phase larvaire qui, elle, va disperser. Et ils sont souvent caractérisés, ces invertébrés marins, par une fécondité tout à fait incroyable. Je reprends ma petite crépidule là, et en fait, une seule femelle, à chaque épisode de reproduction, va produire des milliers de larves. Et au cours d'une saison de reproduction, c'est plusieurs millions de larves. Donc ça diminue en fait les risques, ça tamponne les mortalités, même liées au hasard. Ça permet donc, quand une seule femelle est introduite, déjà on a beaucoup d'individus qui vont pouvoir se disperser. Donc tout ça va favoriser en fait cette pression de propagule. Puis ces larves, elles sont toutes petites, donc elles sont faciles en fait à disperser par différents moyens, dont les ballasts des navires. Et puis donc, parlant de ballast des navires, on a aussi un autre effet qui se cumule, c'est la multiplicité, la multitude des vecteurs d'introduction, qui sont non ou pas contrôlés. Alors, parce qu'au départ, je vous disais, navigation et aquaculture, c'est un peu les deux piliers d'introduction, les deux vecteurs majeurs d'introduction en milieu marin. Mais en fait, derrière ça se cache aussi beaucoup de diversité. Les bateaux, on parle de n'importe quel type de bateau. Bateaux évidemment, les grands porte-containers, les chimiquiers, mais on va parler des navires de pêche, des navires de recherche, des navires de plaisance. Et en fait, il y a très peu de contrôle sur la plupart d'entre eux. Il existe un contrôle assez fort aujourd'hui sur les eaux de ballast des navires, mais on ne contrôle pas du tout ce qu'on appelle le fouling ou les biosalissures ou l'encrassement biologique. Choisissez le mot qui vous convient, qui sont le fait que en fait, sur ces bateaux, il existe des populations qui se développent. Il existe toute une communauté en fait qui s'installe. Par exemple, ici, vous voyez ce plongeur, il est en train de regarder à l'intérieur d'un petit trou du tube de propulsion d'un grand navire commercial. Et en fait, ce qu'il regarde, c'est ça, c'est une magnifique population de moules de plusieurs années qui vit dans ce tube de propulsion et avec tout un cortège d'espèces associées. Donc, et ça, il n'y a pas du tout de contrôle, de réglementation qui sont sur ce fouling. De la même façon, la plaisance n'est pas du tout gérée, contrôlée. Or, on le sait aujourd'hui, un vecteur très important à l'échelle régionale, par exemple en mer Méditerranée, mais aussi interrégionale. Beaucoup de bateaux passent à Gibraltar. Et donc, dans cette étude, 600 bateaux ont été analysés. 82% avaient des organismes accrochés à la coque des navires. Et pour la plupart, 70% porteurs de 1 à 11 espèces non indigènes, dont un certain nombre n'étaient même pas dans le port où était amarré le bateau. Donc, et quand on parle plaisance, en fait, juste pour donner un chiffre, en France, il y a 326 000 bateaux de plaisance qui sont enregistrés. Donc ça fait quand même... Voilà, tout ça, ça va participer au fait à la fois d'accroître ce qu'on appelle la pression de colonisation, c'est-à-dire le nombre d'espèces introduites. Et là, c'est le graphique que je vous montrais tout au départ, mais un peu modifié pour démarrer juste dans les années 1970, où on a une accumulation importante d'espèces non indigènes et qui est complètement parallèle en fait, avec l'accroissement du commerce mondial et de la plaisance aussi, que je n'ai pas illustré ici. Et donc, à côté de la pression de colonisation, donc le nombre d'espèces introduites, vient aussi la pression de propagule, donc le nombre d'individus pour une même espèce qui vont être introduits.
Et donc, on a ce schéma qui est bien validé et on a des explications assez rationnelles pour l'expliquer d'une forte pression en propagule qui va favoriser l'émergence d'adaptations post-introduction parce qu'il y a une diversité génétique extraordinaire sur laquelle la sélection peut opérer. Alors, pour finir avec ce chapitre, je vous montre un seul exemple avec cette dia où ma collègue Caroline Teppolt, qui est chercheure au Woodsole, a fait une série d'études tout à fait passionnantes sur ce fameux petit crabe vert dont je vous parlais aussi en introduction, qui montre que, donc je vous rappelle, qui est originaire d'Europe et qui a été introduit sur la côte est américaine en 2 vagues. Une vague initiale en 1817, et je vous avais parlé à ce moment d'une seconde vague, d'une lignée préadaptée à des conditions plus froides, qui se situe ici, au nord de la frontière américaine, donc dans les eaux canadiennes. Et en fait, ce qui a été observé, et ce qu'a suivi de près Caroline Teppolt et ses collègues, c'est l'apparition du crabe vert ici en Californie en 1989 et son expansion rapide, graduelle, c'est la flèche est temporelle, jusqu'à atteindre les côtes de Colombie-Britannique. Et en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est que cette expansion rapide le long de la côte pacifique a été expliquée par la sélection d'un génotype avantageux qui permet une meilleure tolérance au froid, qui préexistait dans les populations sources de la côte Est, qui est l'origine de l'introduction sur la côte Ouest, et qui implique un variant structural. C'est la 2e fois que je vous parle de variant structural. Je vous avais parlé avec le choc mort d'une délétion. Et ici, c'est une inversion chromosomique, c'est-à-dire un petit bout sur un petit bras d'un des chromosomes de ce crabe, en fait, qui a été inversé, et ça modifie un certain nombre de caractéristiques phénotypiques, et notamment de caractères de l'espèce, de ces individus, et donc notamment leur tolérance au froid. Et je vous reviendrai sur ces variants structuraux un peu plus tard. Donc, le premier message que je voulais vous amener ici, c'est que on a vraiment une possibilité de sélection, d'adaptation évolutive de ces espèces introduites à partir de cette variation génétique préexistante importante qui est liée donc à des événements d'introduction multiples d'un grand nombre d'individus et qui va permettre l'émergence d'adaptations post-introduction. Et donc, ce qui résume les 2 façons, c'est de voir ce schéma-là. C'est que donc, dans l'ère native, on peut avoir déjà des populations assez diversifiées intrinsèquement. Et donc, un grand nombre d'individus introduits d'un des sites peut amener cette diversité génétique dans l'ère d'introduction. Ou pour les espèces, alors je prends l'exemple ici du crabe vert parce que ce crabe vert, il a des larves qui sont très longévives, donc qui dispersent, donc il y a beaucoup d'échanges qui se font dans l'ère native. Donc chaque population en fait a déjà par elle-même beaucoup de diversité génétique. Il y a beaucoup d'espèces introduites en milieu marin pour lesquelles c'est un petit peu différent dans la mesure où et là le symbole c'est pour une petite acidie coloniale qui elle a des larves de très faible durée de vie, quelques heures. Donc en fait, les populations dans l'ère native sont plutôt très différentes les unes des autres. Il y a assez peu d'échanges entre elles. Mais dans ces cas-là, ce qui est montré, c'est qu'on arrive quand même à avoir beaucoup de variations génétiques dans les populations introduites avec des phénomènes d'introduction multiples depuis les différents endroits de l'ère d'origine, sachant que ces introductions multiples, comme je vous l'ai montré, elles sont très fréquentes. Donc, voilà pour cette première partie. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder aussi cette problématique de l'évolution à travers ce 2e scénario dont je vous parlais initialement, qui est la possibilité de croisement. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que des fois, ces introductions d'espèces, elles peuvent être à l'origine de rencontres un petit peu inattendues qui vont être elles-mêmes source de nouveautés évolutives. Et pour comprendre comment tout ça se fait, il faut revenir à cette fameuse navigation. Ce que vous voyez ici, c'est une carte c'est une image que j'ai récupérée sur un site, et vous pouvez y accéder, il est en accès libre, Maritime Traffic, qui en fait localise en temps réel la position de tous les navires qui ont un système AIS, donc les systèmes de positionnement par satellite.
Et donc, vous voyez, là, je ne sais plus, j'ai fait ça donc, le 20 mai à 11 h. Donc, le 20 mai à 11 h, voilà tous les navires qui sont en circulation autour de la planète. Et ça ne prend pas les navires de plaisance. Hein. Donc, c'est considérable, hein, tous ces petits points. Hein. Donc, si je vous montre cette carte, c'est d'abord pour vous montrer la densité, l'importance. Hein. On ne parle pas de quelques navires au milieu d'un océan vierge. Hein. On parle vraiment d'une présence importante. Mais aussi, ce qui est peut-être plus difficile à voir, tellement il y en a de bateaux, c'est que en fait, ça casse assez facilement. Enfin, on voit que ces bateaux, ils passent par des zones intéressantes, notamment le fameux canal de Suez, hein, donc, qui permet la jonction entre océan Indien, mer Rouge et mer Méditerranée. Il y a évidemment Panama, mais on voit aussi, voilà, il y a des bateaux qui ont ces trajectoires-là. Donc tout ça, ça montre qu'en fait, que ces navires, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent des barrières naturelles à la dispersion pour les organismes marins. Il n'y a pas un organisme, une espèce marine ne va pas naturellement passer de l'Atlantique au Pacifique. Non. En revanche, le navire, lui, il le fait. Donc, en fait, cette navigation, elle casse les barrières biogéographiques, les barrières naturelles qui ont formé les grands assemblages, les communautés équatoriales, les communautés du Pacifique, etc. Ce principe fait qu'en fait, on a une redistribution de la diversité biologique, ce que Julian Holden avait appelé l'effet mixeur, qui a été montré aussi dans tous les environnements. Ce n'est pas une spécificité du milieu marin. Donc en fait, ça redistribue les cartes de la biodiversité à une échelle mondiale. C'est ce qui explique que certaines espèces, finalement, peuvent, à partir de leur ère d'origine, et ici je vous prends le cas d'une acidie, Siona robusta, qui est cette espèce ici, là, qui est un peu blanche. Je vais vous en parler beaucoup par la suite, donc c'est pour ça que je vous la présente dès à présent. Eh bien, cette espèce, elle a été introduite, vous voyez, dans plein d'endroits, et elle est présente dans les deux hémisphères, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, enfin, elle est présente partout, quoi. Et ça, c'est ces effets donc, de transfert à très grande échelle. Et en fait, si associé à la carte de navigation des navires que je vous ai montré, il y a un autre élément à considérer, c'est que les ports sont les nœuds de ce réseau global. Donc, et là, c'est pareil, c'est une carte qui est obtenue sur le même site, hein, Maritime Traffic, qui vous montre les grands ports à travers le monde. Tous ces navires, ils arrivent dans ces endroits-là. Et les ports, en fait, c'est des endroits hyper intéressants, en tout cas pour un biologiste de l'évolution, parce que c'est des environnements assez modifiés, mais aussi dans lesquels on va trouver une concentration d'espèces indigènes et non indigènes en mélange. Ici, là, c'est juste pour vous donner quelques chiffres. Hein. En faisant une étude sur le long des côtes françaises, nous avons identifié les espèces indigènes et non indigènes. Donc tous les points sont des ports, hein, des ports de plaisance des côtes françaises. Et on a montré en fait que 12 à 15% de la totalité des espèces dans ces ports, ce sont des espèces non indigènes. Et avec de grandes disparités selon les groupes taxonomiques. Par exemple, les bryozoaires, hein, ce qui est représenté ici par les petits arbuscules, là, sont des bryozoaires, c'est 40% des espèces qui sont des espèces introduites. Chez les acidies, c'est 36%. En revanche, les poissons, non. Hein, il n'y a presque pas de poissons introduits, même si on en parle, par exemple le poisson lion. Mais non, on va surtout trouver, en fait, dans ces catégories-là, une très forte proportion d'espèces non indigènes. Et si je reviens à ma Siona robusta, donc qui est ici, donc qui est native de l'Asie, et bien justement, elle a été transportée dans l'aire de distribution d'une autre espèce, la Siona intestinalis, qui, elle, je suis désolée, j'ai ça en anglais, qui est donc native des côtes européennes. Et elles vivent en contact, c'est une photo qui a été prise dans un port, où on voit très bien qu'elles coexistent côte à côte, quoi. Il y a des populations des deux espèces qui sont mélangées. Et ça, c'est une source, donc c'est ce qu'on appelle un contact secondaire, qui est dû donc à l'activité d'introduction d'espèces non indigènes. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire que vivent en contact des espèces qui sont séparées depuis quelquefois des centaines de milliers, voire millions d'années, par des barrières naturelles, et qui se retrouvent, et qui donc étaient isolées géographiquement, et qui se retrouvent donc au même endroit, exactement au même endroit.
Et les conséquences de ce contact secondaire, ils peuvent être de plusieurs ordres. Soit les deux espèces coexistent parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même niche, par exemple un petit décalage saisonnier, ou pas tout à fait le même habitat, et donc finalement, voilà, elles vont coexister. Soit elles rentrent dans des processus d'interaction compétitive, où l'une ou l'autre peut prendre le dessus. Ou alors, on peut assister à ce qu'on appelle des hybridations anthropiques. Ce terme barbare, en fait, il désigne simplement le fait que, du fait de cette remise en contact entre deux espèces qui étaient isolées géographiquement, si leur isolement reproducteur n'est pas complet, eh bien, elles vont pouvoir se croiser. Et ce croisement entre ces deux espèces, c'est le résultat de leur mise en contact par les activités humaines. Donc, hybridation, croisement, anthropique, parce qu'il n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas eu les actions humaines. Et cette hybridation anthropique, donc le croisement entre les individus des deux espèces, elles ont des conséquences théoriques très variées. Si les deux espèces peuvent se croiser au cours de générations successives, on peut assister à différentes choses, soit tout simplement parce qu'il y a une dominance démographique, beaucoup plus d'individus d'une espèce que l'autre, finalement, peu à peu, ça va éteindre par dilution génétique l'une des deux espèces. Ou alors on peut avoir un métissage des deux espèces en créant quelque chose en fait, de complètement nouveau. Ou alors on peut avoir le transfert uniquement de quelques gènes de l'une vers l'autre des deux espèces. Et je vais vous illustrer un petit peu ce qu'on a pu observer dans le cas de ces introductions d'espèces marines en reprenant cet exemple des deux siones, donc dans leur zone de contact ici. Donc leur zone de contact ici. Et donc, au premier abord, en fait, il semble qu'elles coexistent. C'est ce graphique qui vous le montre. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il montre? Chaque rectangle, c'est une population située dans la zone de contact et de l'espèce native, des populations de l'espèce introduite, et ici, une sorte de témoin, de contrôle de population de l'espèce européenne, mais sans présence de l'espèce introduite. Et dans chacun de ces carrés, il y a des lignes que vous ne voyez pas bien, mais qui correspondent à un individu de la population. Et la couleur réfère à l'ascendance généalogique de l'individu. Donc, ce que montre ce graphique, c'est que quand on prend des individus de la sionne européenne dans différentes populations, qu'elles soient dans la zone de contact ou hors de la zone de contact, en fait, elles semblent similaires, elles ont la même ascendance génétique. Et qui est très différente, c'est ce que symbolise l'autre couleur, la couleur bleue, les individus de la sionne de l'espèce introduite. Et ça, c'est l'image qu'on a quand on regarde plein d'endroits dans le génome. On a regardé 17 000 positions différentes dans le génome. Et on a cette vision où elles sont là, elles coexistent, mais il ne se passe rien entre elles. Mais en fouillant un peu, alors c'est un peu chercher une aiguille au milieu d'une botte de foin, mais en cherchant un peu, on s'est rendu compte qu'en fait, on a quelque chose d'un peu différent dans une toute petite région d'un seul chromosome. Donc ce graphique, c'est le même que le précédent, sauf que cette fois-ci, on fait un focus sur une petite région du génome. Et là, ce qu'on constate, c'est que pas mal d'individus, dans pas mal de populations, c'est différent. Ils ont un mélange des deux. Ils ont un peu de bleu, un peu de jaune. Et en fait, ça traduit le fait que sur ce chromosome-là, ici, dans cette petite région-là, chez l'espèce européenne, eh bien, il y a une partie du génome de l'espèce introduite qui a été intégrée. C'est ce qu'on appelle une introgression. Donc, on a une introgression d'allèles, de gènes de l'espèce introduite vers l'espèce indigène. C'est exactement, donc c'est quelques gènes, après les hybrides de première génération, au cours des générations successives, ça s'est mélangé, mais les espèces sont très divergentes l'une de l'autre, donc finalement, dans la plupart des cas, ces mélanges ne marchaient pas trop bien, donc les individus n'ont pas laissé de descendance ou sont morts, mais les individus qui portaient dans cet endroit-là ces quelques gènes-là, eux, en revanche, ont eu une survie et une reproduction qui leur a permis de rester dans la population. Et en fait, en s'intéressant un peu plus à cette introgression, on s'est rendu compte qu'elle est adaptative. C'est-à-dire que les individus qui ont obtenu des gènes de l'espèce introduite, et c'est une duplication, donc encore un variant structural, en fait, ont un avantage.
Ces gènes-là, obtenus par l'espèce introduite, confèrent aux individus de l'espèce européenne un avantage qui est, et en fait on a même un peu des idées sur l'avantage conféré, puisque ce gène, il implique notamment un cytochrome qui est P450, qui est impliqué dans des processus de détoxification, donc en fait qui permet de résister aux polluants. Et cette introgression, elle n'est pas présente partout. Quand on regarde une carte de France et qu'on regarde où est-ce que la proportion en fait, de ces allèles qui sont passés dans l'espèce européenne, ben, il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. En revanche, il y a des endroits où c'est dominant. Et c'est stable au cours du temps. Là, c'est 20 générations d'écart entre ces deux cartes. Et en fait, les mêmes populations présentent les mêmes profils. Là, il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Là, il y en avait, il y en a encore. Donc, c'est stable au cours du temps. Donc ça veut dire que en fait, c'est une adaptation locale à l'environnement. Dans certains environnements, ce transfert de gènes a vraiment conféré un avantage et donc ça s'est maintenu. En revanche, il disparaît dans des environnements dans lesquels il ne procure pas d'avantage, par exemple des milieux pas pollués, parce que en revanche, les effets positifs apportés par ce gène ne contrebalancent pas l'effet négatif d'avoir intégré en fait quelque chose qui est assez divergent du reste du génome. Alors cette hybridation, et je finirai sur ce dernier exemple, cette hybridation, je vous ai dit, elle pouvait avoir plusieurs conséquences. Là, je vous ai montré un cas où c'est un petit bout là, qui est passé, mais il y a des cas qui sont plus spectaculaires, je dirais, et notamment qui permettent vraiment l'émergence de nouveautés, voire de lignées nouvelles, évolutives. Et c'est notamment le cas des moules d'Edoc. Alors c'est un sujet qui est de recherche de mon collègue Nicolas Bierne, qui travaille depuis longtemps sur cette moule d'Edoc, qui a résulté en fait de l'introduction de la moule méditerranéenne, Mytilus gallo-provincialis, c'est son petit nom en latin, dans les eaux de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique, donc là où est établie une autre espèce de moule qui est la moule bleue, Mytilus edulis. Et ce transfert, il a été fait très probablement, encore une fois, par la navigation maritime. Et cette fois-ci, on a quelque chose de très différent de la sionne, parce qu'on a observé, parce qu'ils ont observé donc, ces moules d'Edoc, ils ont donné un nom, moule des ports, moule d'Edoc, parce que c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et là, je reprends le même type de graphique que ce que je vous ai montré. Chaque grand rectangle est une population, chaque barre est un individu, et on montre son ascendance. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que toutes les populations portuaires ont, pour toutes ou majoritairement, des individus dans lesquels on observe une proportion environ de 30% de génome, enfin 30% d'ascendance vers la moule bleue et 70% vers la moule méditerranéenne. Et dès qu'on sort des ports, hop, on retrouve l'espèce native. Donc c'est une lignée nouvelle et en plus une lignée qui est confinée dans les zones portuaires. Et alors ça, l'image que je vous ai donnée, c'est par individu, mais si on regarde, si on parcourt le génome et qu'on regarde la proportion d'ascendance, on voit que c'est pas comme dans la sionne. Dans la sionne, en fait, on verrait un trait où c'est toujours intestinalis et hop, tout d'un coup, c'est l'espèce introduite et hop, après on retourne à intestinalis. Là, non. Tout le long du génome, ce qu'on observe, c'est que la proportion d'ascendance moule bleue versus moule méditerranéenne, eh ben, elle est toujours très partagée. Donc c'est vraiment un métissage à l'échelle du génome. Donc ces deux exemples, en fait, ils me permettent de vous montrer qu'avec l'introduction d'espèces qui permet ce contact secondaire, on a des fois des choses assez originales qui se mettent en place grâce à ce processus d'hybridation, de croisement entre des espèces qui étaient isolées par des barrières naturelles et qui conduisent en fait à des mélanges entre les deux espèces suite à ces croisements, qui résultent soit dans des introgressions très locales de gènes, ou soit des métissages à grande échelle dans le génome. Et donc mon second message et dernier message, c'est que donc les hybridations anthropiques sont vraiment à l'origine de nouveautés évolutives, y compris adaptatives, c'est-à-dire qui confèrent un avantage dans un environnement.
Et c'est pas... en fait, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les chercheurs actuellement, parce que, notamment dans les sciences de l'invasion, parce qu'on sait que ce type de croisement, ce type d'introgression peut influencer le succès et le devenir des espèces non indigènes comme indigènes. Par exemple, elles peuvent limiter la propagation d'espèces non indigènes lors de l'établissement de ce qu'on appelle une zone hybride, c'est-à-dire le long d'un gradient géographique, s'il y a une espèce indigène et une espèce non indigène, et qu'elles se croisent. Au milieu, on trouve donc des hybrides, mais qui peuvent être contre-sélectionnés. Et donc il y a sans cesse migration, contre-sélection, et ça permet de stabiliser la position relative des deux espèces le long d'un gradient géographique. Ou au contraire, ça peut permettre l'évolution d'adaptations avantageuses chez une espèce introduite comme chez une espèce indigène, et donc par ce mécanisme que je vous ai expliqué avec la SION d'introgression adaptative. Donc, j'en finis avec quelques conclusions, donc un petit mot de la fin. Donc, j'espère vous avoir pu vous apporter quelques éléments pour vous montrer en fait que des processus évolutifs peuvent vraiment avoir lieu post-introduction, en mobilisant donc cette fameuse variation génétique préexistante dans l'aire d'origine, mais aussi par hybridation avec des espèces entre espèces indigènes et non indigènes qui étaient auparavant isolées géographiquement et depuis très longtemps. Et ça participe à l'établissement des espèces non indigènes par ces adaptations au nouvel environnement. Et vous m'avez entendu beaucoup parler de porcs, alors c'est pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, mais aussi parce que clairement, en fait, c'est les points receveurs de ces espèces non indigènes. Il s'y passe plein de choses avant qu'elles aussi elles s'échappent et s'installent parfois dans le milieu naturel. Et donc, le commerce maritime et les ports, voilà, c'est l'archétype en fait, de l'artificialisation des milieux. Et donc, ça permet aussi de relier deux processus, deux facettes du changement global, introduction d'espèces et artificialisation des milieux, qui sont vraiment deux facettes très interconnectées, en particulier en milieu marin. Et les ports aussi, finalement, deviennent des habitats qui sont des habitats singuliers par leur propriétés abiotiques et les communautés d'espèces qui les occupent, deviennent ainsi des véritables laboratoires naturels pour étudier les introductions d'espèces, mais aussi l'évolution des espèces non indigènes et indigènes à travers ces processus, adaptation, émergence de nouveautés évolutives, et aussi d'autres points que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer aujourd'hui, comme des modifications globales des patrons de connectivité, donc d'échange entre les populations des espèces indigènes comme non indigènes. Et donc, voilà, mon mot de la fin, c'est que finalement, ces espèces non indigènes, elles sont un peu témoins et actrices d'un monde réellement en rapide évolution. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.